Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus aujourd'hui pour cette conférence qui sera aujourd'hui sur le thème du webtoon et plus particulièrement sur le webtoon romance coréen. Donc je vais parler essentiellement du webtoon coréen, donc si vous n'entendez pas parler de webtoon américain type l'Euro Olympus ou de webtoon français, ne soyez pas surprises et surpris. Voilà. Je dis pourquoi cette conférence a lieu aujourd'hui. Donc l'idée en fait, c'était vraiment de faire une conférence autour du webtoon romance. Parce que j'ai développé une expertise au travers des années autour du webtoon en général et parce que je suis une très, très grande lectrice de webtoon romance, tout simplement. Donc pour parler un petit peu de mon parcours et savoir pourquoi aujourd'hui, on fait cette conférence. Moi, je suis diplômée du CELSA en médias et communication. J'ai réalisé plusieurs, mémoires autour de la question du webtoon, des stratégies de communication, des grandes plateformes en France notamment. Et j'ai fondé un média il y a à peu près 2-3 ans de ça qui s'appelle Scroll et qui avait pour but en fait de reconnecter les lectrices et les autrices qui sont principalement majoritaires dans la communauté. Mais l'idée en fait c'est de pouvoir toujours de continuer de parler de webtoon aux personnes qui ont envie d'entendre parler de webtoon. Le genre de la romance représente un des genres aujourd'hui les plus lus en fait tout simplement. Quand vous êtes sur une plateforme de webtoon typiquement vous voyez très bien que le genre de la romance inonde complètement les catalogues. Donc je pense que ça a toute sa place aujourd'hui et qu'on en parle. Donc le webtoon, c'est quoi? Le webtoon, c'est pas un genre, attention, c'est un format. Donc c'est un format qui existe pour le téléphone portable, donc typiquement pour votre smartphone tout particulièrement. Et c'est un format pardon, qui a immergé en Corée du Sud à la fin des années 90, début des années 2000. En fait, il y a eu une grosse crise du papier en Corée du Sud et en fait, pour remédier à tout ça, ils se sont dit: «Mais si on se mettait sur internet?» typiquement. Et de ça, on a émergé le format du webtoon qui aujourd'hui fonctionne plutôt bien. Donc le webtoon, ça fait partie de ce qu'on appelle la Hallyu, si vous avez déjà entendu ce terme. Donc c'est une espèce de vague en fait sud-coréenne qui vient déferler un peu en Europe et tout particulièrement en France. Et l'idée, c'est qu'en fait, vous ayez plusieurs industries culturelles et créatives qui sont aussi bien la K-pop, donc la musique, la K-beauty, la K-food, donc tout ce qui a un K devant, vous mettez dedans concrètement. Et l'idée, en fait, c'est que le webtoon vient s'inscrire dans ces industries-là qui sont particulièrement soutenues par les entreprises et par les gouvernements, par le gouvernement pardon, sud-coréen. Donc il y a quelques plateformes dont je vais vous parler là tout de suite. Donc la plateforme la plus connue, c'est Webtoon, donc que vous devez sûrement très, très bien connaître et qui du coup a donné son nom, au format, typiquement. Vous avez 2 plateformes en France qui sont assez, plébiscitées par les gens. En général, c'est Webtoon bien sûr et Ono. Je ne sais pas si Ono ça vous dit quelque chose? Donc c'est une plateforme française, qui appartient à un des plus grands groupes d'édition français qui s'appelle Média Participation et l'idée en fait, c'est qu'ils se sont dit: «Il y a un manque sur le marché, il y a que Webtoon qui existe, ils sont coréens, mais on aimerait avoir une offre française». Et l'idée, c'est qu'il y a du webtoon français aussi sur Webtoon, mais il y en a également sur Ono. Il y a aussi d'autres plateformes qui existent, type, Ankama, Tapitoon et cetera, Lemoon, donc il y en a plusieurs. Donc l'idée, c'est qu'en fait, depuis 2019, il y a une offre légale, en fait, qui s'est construite en France autour du webtoon. Moi, je suis une très grande lectrice, comme je vous disais, j'ai commencé sur les plateformes illégales. Malheureusement, à l'époque, il y avait pas d'offre. Donc je pense qu'on a toutes commencé et tous à commencer à lire en anglais notamment, parce qu'on n'avait pas d'offre légale, donc un peu comme le manga finalement. Et on se retrouve aujourd'hui, heureusement, à avoir une offre, légale qui est produite par ces plateformes-là. Donc de ces webtoons-là, on parlera adaptation notamment, on parlera K-drama, on parlera webtoon papier notamment. Je rappelle juste que derrière, vous avez la librairie Le Phénix, qui du coup vous propose, ces webtoons-là au format papier que vous pouvez découvrir juste derrière. Donc on parle aussi de webtoon. Quand on parle webtoon, on parle format, mais on parle rythme également. Donc l'idée, c'est que ce soit un rythme assez rapide. Si vous lisez du webtoon, vous savez que c'est une lecture qui est assez rapide. Vous allez lire typiquement entre 2 à 5 minutes en général. C'est pas là pour, être une lecture qui va être sur 1 heure. En général, c'est plutôt assez rapide et l'idée, c'est qu'à chaque fin d'épisode, vous ayez ce qu'on appelle un cliffhanger, donc un gros, gros suspense qui vous pousse concrètement à soit acheter, des coins ou payer pour aller à l'épisode suivant. Donc il y a ça et le fait que ce soit une lecture vraiment très, très rapide. Donc maintenant, on va parler romance, tout particulièrement. Donc, dans le webtoon, il n'y a pas que la romance, bien sûr, il y a d'autres genres comme, la fantaisie, le drame, l'action et cetera. Mais comme je vous disais, j'ai choisi de parler de la romance aujourd'hui. Donc il y a plusieurs genres en romance, ils ne sont pas tous marqués ici, bien sûr, vous vous en doutez. Mais les genres principaux que j'ai identifiés sont la romance contemporaine. Donc c'est tout ce qui va se passer, au niveau de, par exemple, des romances, en bureau, donc ce qu'on appelle les office romance. Donc tout ce qui va se passer en bureau, donc vous avez peut-être regardé des K-dramas, vous voyez très bien à quoi ça ressemble. Il y a la romantaisie, donc tout ce qui va se passer, dans l'univers romance, mais dans la fantaisie. Donc il va y avoir du fantastique, il va y avoir de la magie, il va y avoir des monstres, enfin il va y avoir tout ça, quoi. Il y a la comédie romantique, donc ça, je pense que je vais pas en parler longtemps parce qu'on a tous et toutes regardé, les innombrables films américains, donc on sait tous ce que c'est une comédie romantique. Et il y a les romances, non hétéros, donc le BL, le GL et les queer romances, donc le boys love, le girls love et les queer romances. Donc tout ce qui n'est pas de la romance, hétéro concrètement, mais ça existe et c'est un gros pan aussi du webtoon romance. Donc, dans la webtoon romance, il y a ce qu'on appelle les tropes, mais les tropes, c'est pas uniquement dans la webtoon romance,
c'est dans la romance en général. Donc, si vous lisez de la romance, vous avez sûrement vu ces termes quelque part passer, quoi qu'il arrive. Donc l'idée d'un trope, c'est quoi? Un trope, en gros, c'est un schéma narratif, qui va, en fait, vous suivre dans l'histoire. Donc c'est un schéma narratif précis et concret qui va vous indiquer, en fait, quel type de romance vous lisez. Typiquement, le triangle amoureux, donc s'il y en a qui ont lu True Beauty autour de la table, oui, vous savez très bien. Donc c'est, un personnage principal, 2 love interest, donc 2 personnes qui sont là, en gros, concrètement pour dire, «Je t'aime, moi aussi», et le choix, difficile de choisir entre ces 2 personnes. Il y a aussi le enemies to lovers. Donc l'idée, c'est de commencer, avec des personnages qui sont au début ennemis et qui finissent à la fin, par être amoureux finalement. Il y a le otome game. Donc le mot otome, ça vient du japonais. C'est un jeu vidéo, en fait, concrètement, où vous allez avoir plusieurs love interests, justement. Et le but du personnage principal va être de choisir la route la plus adéquate pour avoir la meilleure fin, finalement. Le office romance, j'en ai déjà parlé, donc ça, on en reparlera un petit peu plus tout à l'heure. La transmigration isekai, donc ça, je vais beaucoup en parler aujourd'hui. Ça me tenait à cœur parce que c'est un genre que je lis, un trope, pardon, que je lis énormément et qui, je trouve, est très, très intéressant. Donc pour simplifier, la transmigration et le isekai, pardon, c'est le fait d'avoir un héros, une héroïne dans une histoire et il lit en gros un bouquin et l'idée, en fait, c'est que cette personne se retrouve dans un autre monde finalement à vivre, l'histoire soit qu'elle lisait ou se retrouver finalement dans un autre monde tout court. Donc ça, j'en parlerai vraiment en détail un peu plus, juste après. On a le mariage arrangé, pardon. Donc c'est une romance avec, comme début, un mariage arrangé tout simplement. Donc pas un choix, on va dire, un premier choix, mais un choix finalement. Et ensuite, le childcare romance, je vais pas beaucoup en parler, mais c'est l'idée d'avoir un personnage enfant qu'on suit depuis l'enfance. Pour le coup, il y a des histoires comme, Who Made Me a Princess? Le titre français m'échappe malheureusement, mais il y a plusieurs histoires comme ça, en fait, dans le webtoon où vous allez avoir des personnages, qui sont enfants dès l'enfance, notamment des petites filles, qui connaissent en général assez bien l'histoire et qui vont grandir finalement avec, le but, ça sera dans un premier temps la romance, mais ça sera aussi la relation avec un parent. Donc ça peut être, la relation désastreuse avec un père notamment. Souvent, c'est un peu ça. Donc je vais pas beaucoup en parler aujourd'hui parce que c'est pas le cœur du sujet, mais ça existe. Donc pour parler un peu de transmigration isekai maintenant, l'isekai, comme je disais, la transmigration, c'est le fait d'avoir un personnage, qui se retrouve, dans un autre monde, soit en ayant zéro connaissance de ce monde-là, soit en ayant soit vécu déjà une première fois, donc en étant réincarné, soit, je sais, c'est un peu compliqué, soit, en ayant finalement déjà lu toute l'histoire et en connaissant déjà toute l'histoire en état de cause. Donc l'idée, c'est ça pour la transmigration et l'isekai. Souvent, c'est des personnages qui vont vouloir tout effacer et recommencer avec une volonté, en fait, de vouloir mieux faire, de vouloir mieux faire les choses notamment. Souvent, c'est pas des personnages pauvres, hein, on va dire les choses, hein. Elles sont souvent héritières, princesses, filles de quelqu'un, donc elles sont souvent filles de bonne famille. Il y a aussi bien sûr des webtoons romances où les personnages sont moins favorisés, type, où vous allez avoir des webtoons où les femmes sont potentiellement servantes, maids et cetera. Mais les webtoons qui marchent le mieux en général, qui ont le plus de lecture, ce sont ce type de lecture-là et c'est aussi parce qu'en fait, concrètement, on se projette, en fait, dans notre lecture et on a envie d'être quelqu'un, en fait, typiquement quand on lit. Donc on a envie aussi de se projeter dans ces mondes-là. Le partenaire, en général, c'est souvent des hommes riches aussi, hein, bien sûr. Ça va de pair. C'est souvent des princes, des ducs, souvent des ducs du Nord, si vous lisez de la transmigration, qui ont les cheveux noirs d'ailleurs et les yeux rouges, hein. Typiquement, je sais à qui je parle dans la salle, hein, concrètement. Et l'idée, en fait, c'est vraiment d'avoir finalement ces pairs qui vont bien ensemble, entre guillemets, et qui sont, entre guillemets, logiques, si je peux dire ça comme ça. Et pour ces personnages-là, je parlerai des histoires juste un peu plus après. Mais l'idée, c'est qu'en en fait, il y a une volonté de vouloir avoir l'ascendant sur l'intrigue, de vouloir reprendre sa vie en main et de vouloir dire voilà, je connais l'histoire, je sais ce qui va se passer, je vais changer les choses. Et souvent, c'est des personnages aussi qui ont ce que moi j'appelle des personnes ressources identifiées. Donc ça veut dire qu'elles vont déjà connaître l'histoire et le but, c'est qu'en fait, elles ont déjà identifié des personnages qui vont leur apporter soit un bien économique, une richesse, etc., un soutien émotionnel. Et le but, c'est qu'elles connaissent déjà ces personnes, donc elles savent déjà en fait à qui elles vont parler pour pouvoir avancer dans l'histoire et pouvoir potentiellement choisir ce que j'appelle la bonne route. Donc c'est pas que dans l'automé game. Souvent, c'est des personnages qui connaissent l'histoire, mais pensent que la route va forcément être la même et qu'il y aura soit un choix A ou soit B. Donc, c'est souvent ce genre d'histoire. Donc, pour parler maintenant un peu plus des webtoons que j'ai choisis et qui sont à l'écran, donc je ne sais pas si vous les connaissez, si ça vous dit quelque chose. Oui? OK. Donc, le plus connu, je pense, c'est Comment Raelinia a survécu au manoir, moi j'appelle ça Raelinia parce que je trouve ça très, très long comme titre. Mais en général, c'est le plus connu. J'ai choisi les couvertures papier, donc soyez pas surpris, c'est les couvertures papier, alors qu'en vérité, c'est plutôt digital à la base. Donc comment Raelina a survécu au manoir, White Knight ou Raelina comme je l'appelle. Donc c'est l'histoire concrètement d'une jeune femme en fait, plutôt coréenne
qui à la base, se retrouve finalement coincée dans le roman qu'elle était en train de lire. Donc, c'est vraiment Après le tout, concept principal de il a plus l'isekai en besoin de général et de la vouloir rester dans transmigration, mes bonnes où, grâces. elle va identifier, plusieurs Pourtant, personnages tu fais ressources et elle tout va ça. décider finalement de remédier à son destin et de choisir, le duc Noah, donc qui est duc, qui a les cheveux Qui est noirs, voilà. fier. Il faut Donc, dormir. ça, c'est souvent ce qu'on retrouve. Vous avez Who Made Me a Princess, juste en dessous, qui est plutôt un childcare romance en vérité, mais qui est aussi de la transmigration, où finalement c'est encore une fois une jeune femme coréenne qui se retrouve, à lire une histoire et qui se retrouve complètement plongée dans cet univers, où elle va devoir, non pas trouver un love interest cette fois-ci, mais devoir, remédier aux choses avec son papa, qui est l'empereur. Donc c'est une princesse aussi, il faut savoir, et l'idée c'est vraiment, de finalement de renouer avec sa vie, où elle était censée mourir à 16 ans ou 18 ans, je ne sais plus exactement dans l'histoire. Mais l'idée finalement pour elle maintenant, c'est de pouvoir finalement survivre à travers la relation avec son papa, mais aussi avec, d'autres hommes dans l'histoire bien sûr. Et les intrigues de la Borgia que j'étais en train de relire justement dans le dans le métro, que je trouve hyper intéressant. Donc ça typiquement c'est la même chose, c'est encore une femme en général plutôt coréenne, parce que les histoires se font en Corée bien sûr, qui se retrouve dedans à devoir survivre, à devoir, finalement survivre par le biais d'un mari. Donc c'est aussi du mariage arrangé. Donc quand je mets transmigration, isekai, ça peut être un peu de tout finalement, parce qu'on retrouve un peu un mélange des genres et un mélange des tropes. Et pour celles qui ont la rêve du camion, juste en bas, je sais pas si vous l'avez? Souvent dans l'isekai, le personnage meurt en étant écrasé par un camion. Je sais pas pourquoi, mais les Coréens, font souvent ça dans leurs histoires. Voilà. Donc pour parler maintenant de Seule la mort attend la vilaine, qui est un harem inversé, un survival game. Je sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà lu. C'est un des web c'est un des webtoons les plus lus en général que moi j'apprécie, tout particulièrement aussi. Donc c'est un automé game de base. Donc l'idée en fait, c'est que la personnage principale doit choisir la route la plus idéale pour ne pas crever, là pour le coup. Là c'est limite, c'est plus une romance, c'est de la survie pure en fait, en même temps. Donc l'idée, en fait, c'est qu'elles doivent choisir un love interest. Donc encore une fois, c'était une femme coréenne qui se retrouve finalement plongée dans le jeu vidéo. Là, c'est un jeu vidéo pour le coup. Elle jouait en fait à son jeu vidéo, le soir. Elle était en complète burn-out, il me semble, dans l'histoire. Et puis, elle se retrouve, à jouer non pas la protagoniste, mais la vilaine, donc l'antagoniste de l'histoire, ce qui, est une particularité assez intéressante dans l'histoire, même si maintenant on retrouve, pas mal de webtoons qui ressemblent à ça, alors qu'à la base, c'était quand même une grosse originalité, quand c'est sorti. Et elle doit choisir entre tous les garçons que vous voyez juste à droite, entre Callisto, Eccles, Winter et Reynold. Je crois qu'il y en a un cinquième, oui. 2 d'entre eux sont ses frères, donc ça compte pas, hein. C'est juste pour remonter, concrètement, sa relation avec. Mais l'idée, c'est qu'elle a 3 hommes avec lesquels, en fait, elle doit développer une relation et choisir une route pour ne pas mourir. Parce que le personnage meurt étant donné que c'est une méchante dans l'histoire. Donc l'idée, c'est vraiment de choisir le personnage, qui fera en sorte qu'elle survive. Mais de là, elle passe finalement de joueuse plutôt, donc elle est complètement consciente qu'elle est dans un univers fictif et petit à petit, finalement, elle est immergée en tant que personnage complètement conscient, où elle se rend compte, en fait, qu'elle fait partie de l'univers, c'est pas juste un jeu et qu'elle risque vraiment de mourir, en fait, typiquement. Donc elle est dans ce que j'appelle moi la quest, donc l'idée de la survie et de la romance en même temps. Et ce qui est hyper intéressant dans ce genre d'histoire, c'est qu'on a des espèces d'interfaces méta. Ça veut dire que le personnage va avoir des espèces de fenêtres qui vont s'ouvrir comme un jeu vidéo, où elle va devoir choisir typiquement elle va avoir un choix de dialogue au départ en disant: «Est-ce que je dis oui, non ou peut-être?» Je simplifie bien sûr, et elle va devoir choisir. Donc il y a quand même une limite au départ de ses choix, qu'elle peut avoir bien sûr, avec, ces personnages-là. Maintenant pour passer au mariage arrangé, si certaines ont lu L'impératrice remariée, mais je pense que oui, ou, ou l'autre titre qui est, My in-laws are merci, are obsessed with me. Il y avait pas la version française, ils ont jamais sorti un titre français, mais voilà. Donc j'ai choisi ces 2 webtoons-là. Le premier parce que c'est un classique, c'est un des webtoons qui existe maintenant depuis, quelques années, qui a fait ses preuves et qui, je crois est fini. J'ai pas encore lu la fin. C'est pas fini? Non? OK. J'ai pas lu la fin parce que je trouvais que ça tire un peu en longueur, mais ça c'est mon avis personnel sur l'histoire. Et le deuxième que j'adore, tout particulièrement, donc j'étais obligée d'en parler aujourd'hui. Voilà. Donc le mariage arrangé, c'est quoi? Donc, je pense que vous savez très bien ce que c'est la définition d'un mariage arrangé. L'idée, c'est qu'en fait, il y a un contrat de mariage, donc il y a des règles qui sont établies entre les 2 personnages, entre les 2 personnes. Pour le coup, là, ça sera vraiment plutôt des romances hétéros. Je sais que j'aurais pu parler de romances homo, désolée. J'ai pas parlé de BL et de GL parce que c'est pas forcément mes grosses lectures, mais j'aurais pu en mettre ici. Mais l'idée du contrat de mariage, en fait, c'est qu'il y a des règles. Donc, on se marie en ayant, un contrat de mariage souvent. Donc c'est le cas pour, le deuxième webtoon. Le premier, il me semble pas qu'il y ait de contrat de mariage, mais j'en parlerai juste après. Hem Mais l'idée pour ces femmes, en fait, c'est se sortir d'une situation périlleuse avec un homme pour finir avec un autre homme. Donc l'idée, c'est un peu ça. C'est un peu ça, mais si je simplifie les choses, je dirais plutôt que c'est de sortir d'une relation toxique, finalement. Donc pour parler un peu des 2 personnages, le premier, c'est L'impératrice remariée. Donc c'est un des webtoons, qui depuis 2019 est assez phare sur la plateforme Webtoon.
Donc l'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, on est une impératrice ou une reine, j'ai un doute entre les 2, désolée, qui va très bien et qui, en fait, toute sa vie a été élevée, en fait, finalement, pour être une reine. Donc depuis, son tout jeune âge, elle est fiancée avec le futur roi de ce royaume-là et un jour, il décide de ramener une femme, qui est une maîtresse et qu'on surnomme tous Rashta, si certains, le savent, voilà, clairement, qui s'appelle Rashta, en vérité et donc qui est un peu la méchante qui vient un peu, foutre le bazar dans leur couple et donc le roi décide d'accepter cette maîtresse et cette maîtresse ne reste pas à sa place, parce que ça peut arriver que dans les romances, avec de la royauté, il y a une deuxième femme, une troisième femme, et cetera. Et donc là, l'idée, en fait, c'est que cette femme n'est pas du tout acceptée, elle n'est pas du tout acceptable pour, pour nous d'ailleurs en tant que lectrice, lui manque terriblement de respect et elle accepte beaucoup de choses, mais au bout d'un moment, ça devient très très pénible. Et elle décide d'élaborer un plan de divorce, donc très très rare dans ce genre d'histoire de décider de divorcer. Surtout, ça se faisait pas du tout en fait à ces époques-là. Époque-là, mais bien sûr, ça reste de la fantaisie. Elle décide de divorcer pour finalement se marier avec le roi d'à côté, pour finalement dire voilà, j'ai été élevée en tant que queen, je vais rester une queen en fait, quoi qu'il arrive. Donc vous n'allez pas prendre mon rôle. Donc elle sait ce qu'elle veut. Naver, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle veut pas surtout, et elle sait qu'en lui manquant de respect, en fait, c'est pas comme ça qu'elle va pouvoir continuer à être la femme qu'elle est en fait, tout simplement. Et le deuxième webtoon, qui était My In-Laws are Obsessed With Me, merci. Donc c'est l'histoire de Perechati, donc qui est la femme avec les cheveux roses. J'espère que vous voyez bien à l'écran. Qui est finalement en fait dans une famille, il me semble, de comtes, si je dis pas de bêtises, c'est la fille d'un comte. Et elle se retrouve en fait à avoir son papa qui meurt et sa belle-mère et ses belles-sœurs qui veulent tout récupérer, un peu comme Cendrillon finalement. Donc elles s'échafaudent d'un plan pour la tuer. Elles y arrivent et Perechati se réveille finalement 3 mois, il me semble, avant qu'elle meure. Donc elle fait une transmigration elle aussi, donc elle retourne dans le temps et elle échafaude un plan pour ne plus en fait se retrouver dans cette situation-là. Et ce qu'elle décide de faire, bien sûr, c'est de proposer un contrat de mariage au duc du Nord. C'est le duc du Nord, hein, si je dis pas de bêtises, c'est toujours un duc du Nord, c'est dingue ça. Toujours un duc du Nord. Et l'idée finalement pour elle, en fait, c'est de ce que je vous disais, s'émanciper de euh, cette relation toxique qu'elle avait avec un autre homme à la base qui voulait lui prendre tout son argent avec sa belle-mère et ses belles-sœurs. Pour au final rentrer dans une autre relation toxique. Je dis toxique au départ parce que elle connaît pas du tout le monsieur, enfin elle le connaît pas du tout. Il me semble que c'est Théo, son surnom dans l'histoire. Il n'est pas du tout toxique, mais au départ, en fait, on connaît que sa réputation. Donc, elle choisit entre la peste et le choléra pour elle, et elle décide de pas vouloir mourir et de garder en fait l'héritage de son papa qui était comte. Et donc, elle choisit cette relation. Donc, l'histoire est vraiment bien. Je ne sais pas si je le vends bien ou pas, mais l'histoire est vraiment intéressante parce qu'au final, on se retrouve à non pas être avec un personnage qui choisit un mari, mais une famille. Elle redécouvre finalement une nouvelle famille qui l'accepte pour qui elle est et qui finalement devient petit à petit, elle passe d'une femme qui est au départ un peu frêle, un peu fragile, à quelqu'un de très très forte qui se laisse pas du tout faire et qui ose répondre en fait tout simplement. Donc c'est hyper agréable de voir ça. Et donc comme je dis, c'est des personnages féminins qui s'affirment et qui se laissent pas faire petit à petit dans l'histoire, que ce soit pour Nadir ou pour Perechati. Donc pour résumer un peu tout ça, les éléments qu'on retrouve beaucoup dans le webtoon romance. Donc, j'ai catégorisé ça en 2 parties. La première, c'est éditorial et la deuxième, c'est graphique. Donc, au niveau éditorial, on a souvent des schémas préconstruits, donc ce que je vous disais, donc les tropes concrètement, les triangles amoureux, l'office romance, et cetera. Et l'idée, en fait, quand on vous donne en fait ces tropes-là, c'est de vous rassurer, de dire au lecteur, je sais où je vais. Typiquement, vous lisez un triangle amoureux, vous lisez True Beauty, vous arrivez à la fin, il y a aucun des 2 personnages qui a été choisi. Vous allez dire: «Mais moi, j'ai pas signé pour ça à la base, en fait. L'auteur m'a menti ou l'autrice m'a menti, donc il y a un truc qui va pas». Donc en fait, quand on propose un trope, c'est qu'on propose un schéma préconstruit et qu'on veut rassurer le lecteur ou la lectrice, à l'occurrence, qui sont quand même majoritaires de ces romances-là. Et l'idée, en fait, c'est qu'on a des attentes. Quand vous commencez une romance, moi, typiquement, j'ai tendance à choisir mes romances en fonction des sous-genres qu'on peut avoir, sous-catégories, entre guillemets. Vous allez voir, il y a écrit fantasy, etc. Moi, j'ai tendance à me diriger vers la romance fantasy, typiquement. Je pense qu'on a tous un peu sa Madeleine de Proust qu'on aime bien relire, entre guillemets. Voilà. Donc, il y a ce qu'on appelle des promesses et un contrat de lecture, en fait, que vous ne signez pas, mais quelque part que vous signez quand même, avec l'auteur et l'autrice, qui va bien sûr vous réconforter ou pas. C'est sur ce que vous lisez, c'est exactement ce qu'on vous a servi, finalement. Donc, dans le webtoon romance, il y a beaucoup de slow burn, de secrets et de malentendus. Donc, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup aussi dans les K-dramas. S'il y a des personnes qui regardent les K-dramas et les séries coréennes. Donc, l'idée, en fait, du slow burn, c'est quoi? C'est que la romance va être très, très, très longue. Longue, comment? Je sais pas. Il y aura beaucoup d'épisodes ou de chapitres, faut s'accrocher. Mais l'idée, en fait, c'est qu'au premier épisode, vous n'allez pas avoir le bisou et le mariage. Voilà, ça sera pas ça. Ça sera sûrement des épisodes et des épisodes. Vous allez vraiment devoir lire et vous accrocher. Ce qui est assez aussi intéressant finalement, parce que vous vous dites, voilà, j'espère que ça va arriver. Parfois, ça arrive tellement pas que vous abandonnez le webtoon, ça peut arriver aussi. Mais l'idée, c'est que vous vous accrochiez.
Il y a souvent des secrets et des malentendus. Donc ça, c'est toute bonne base d'un drama coréen aussi d'ailleurs. Le malentendu, donc le misunderstanding par excellence. Oui, mais nan, 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 etc. On revient en arrière, 2 pas en arrière pour en faire 3 en avant, puis après c'est 10. Donc voilà, ça peut être un peu épuisant, mais c'est en fait, c'est ce que vous acceptez en lisant ce type de webtoon. C'est un peu le contrat de lecture finalement que vous avez avec l'auteur ou l'autrice. Et le cliffhanger, donc j'en ai déjà parlé, c'est le fait qu'à chaque fin de webtoon, il y a un énorme suspense qui fait que vous ayez absolument envie de lire la suite. Donc l'idée pour l'autrice ou l'auteur, c'est que vous soyez finalement pas abonné, mais que vous aimiez tellement l'histoire que vous voulez la continuer. C'est ça l'idée. Surtout que c'est quand même en général les webtoons de romance, des webtoons qui sont assez longs. Il y a plusieurs chapitres, plusieurs épisodes, plusieurs saisons. Des fois, il y a des hiatus, donc des pauses aussi des auteurs ou des autrices coréennes. Donc il faut s'accrocher. Voilà. Pour le graphique maintenant, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a un style visuel très qu'on voit en fait tout simplement. Derrière, vous avez pas mal de webtoons papier, donc vous allez pouvoir feuilleter et regarder si vous voyez pas du tout de quoi je parle. Mais souvent, en fait, le style visuel se ressemble beaucoup. Bon, là, j'ai pas pris les 2 meilleurs exemples parce que True Beauty et My in Loza Obsessed With Me, c'est pas ce qui se ressemble le plus. Mais en général, les personnages se ressemblent beaucoup. C'est un peu comme quand vous lisez un manga finalement. Vous avez du noir et blanc, vous avez un style graphique très reconnaissable. Bah, c'est un peu pareil pour le webtoon finalement et le webtoon romance. À savoir en fait qu'en Corée du Sud, c'est pas du tout comme en France. Pour le milieu de l'édition, pardon. Si vous voulez sortir une BD, vous allez prendre typiquement 2 ans de votre temps, vous allez être tout seul de votre côté et vous allez la proposer à un éditeur. En Corée du Sud, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a des studios, en fait, des espèces de pools d'auteurs et d'autrices et de dessinateurs et dessinatrices qui, en fait, travaillent ensemble pour produire ce webtoon. C'est pour ça que vous pouvez avoir des rythmes très rapides comme un épisode par semaine, finalement, ou un chapitre par semaine, et que les webtoons se ressemblent beaucoup parce qu'ils se copient finalement beaucoup les uns et les autres. Mais finalement, ça fait aussi partie du jeu parce que on accepte aussi que ces histoires se ressemblent et on cherche aussi la même chose. Souvent, quand je sais pas, vous êtes sur une plateforme autre, Netflix, Amazon Prime, etc., on va sûrement vous proposer du contenu finalement qui ressemble beaucoup à ce que vous avez déjà regardé. Donc ça y ressemble beaucoup. Et ensuite, c'est ce que j'appelle une typologie physique des personnages principaux, dont j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Donc c'est souvent les mêmes couleurs de cheveux, le rouge pour les méchantes, le rose pour les filles un peu gentilles, un peu niaises au début dans l'histoire, les garçons avec des cheveux plutôt argentés et noirs, c'est plus pour les ducs, alors que ceux qui ont les cheveux marrons, c'est un peu le gars lambda que tu regarderais pas finalement dans l'histoire. Donc l'idée en fait, c'est qu'ils ressortent finalement de l'histoire dès le départ et que vous sachiez qui est qui, et que vous puissiez identifier les personnages correctement. Ensuite, il y a la corpulence, donc c'est souvent des femmes très fines, très minces, donc ça, faut dire les choses, faut dire les termes. Et donc la taille, c'est pareil, c'est souvent des femmes qui sont ni trop grandes, ni trop petites, mais qui arrivent quand même à être, ce qu'on appelle le couple parfait. Donc vous avez l'homme qui a à peu près une tête de plus que vous, donc c'est souvent ça finalement. Et la couleur de peau, donc c'est soit des personnages coréens, soit des personnages que j'appelle dits, d'apparence blanche. Donc il y a très peu de diversité dans les webtoons coréens. Donc j'aimerais bien en voir plus d'ailleurs, ça serait vraiment chouette. Mais il y a de la diversité dans le webtoon français. Si vous lisez des autrices ou des auteurs français ou des auteurs américains, etc., il y a de la diversité. Mais c'est vrai que côté coréen, c'est pas encore ça et je pense qu'il y a pas mal de travail encore à faire sur ce point-là. Donc, pour reprendre un peu les différentes figures de femmes, donc les typologies de femmes qui existent dans le webtoon, donc vous avez la figure de la femme badass, que moi j'appelle comme ça, qui est typiquement finalement c'est de cette figure de la femme badass. C'est quoi? C'est une femme qui se laisse pas faire, qui veut pas finalement se laisser faire et qui se laissera pas faire en fait, tout simplement et elle a raison d'ailleurs en général dans l'histoire. Moi j'adore ce genre d'histoire. Il y a aussi Ombre et Lumière, je sais pas si vous l'avez lu, ça vous dit quelque chose? Qui représente particulièrement bien ce genre. J'aurais pu en parler aujourd'hui mais on n'a qu'1 heure malheureusement. Il y a la femme frêle, donc ce que j'appelle moi la demoiselle en détresse, qu'on connaît très bien. Donc souvent, c'est une femme d'apparence frêle, toute gentille, qui va souvent être de pair avec un homme et qui parfois est un peu le faire-valoir aussi du personnage principal masculin. Donc ça peut commencer comme ça, mais le personnage peut évoluer avec le temps, bien sûr. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir donc celle qui veut maîtriser sa destinée, pardon. Donc c'est le personnage finalement qui va connaître toute l'histoire depuis le départ et qui va vouloir changer les choses, en voulant soit rester en vie, soit finalement rester en vie, souvent c'est un peu ça et en même temps choisir son destin romantique parce que souvent il y a des histoires de mariage, notamment dans le roman la romance fantasy. Donc l'idée, c'est un peu ça et finalement, il y a aussi le personnage que j'aime beaucoup qui maintenant on retrouve pas mal d'histoires sur ce sujet-là. Donc c'est la vilaine qui veut casser les codes, et la protagoniste qui devient l'antagoniste. Donc je m'explique. Il y a de plus en plus de webtoons, romances qui sont des transmigrations et qui, sont des personnages en fait qui arrivent en fait en étant l'antagoniste et non pas finalement la protagoniste et il y a souvent beaucoup de malentendus et on se rend compte que la vilaine est la gentille et que la gentille est la méchante. Donc je sais pas si c'est clair, mais il y a beaucoup de webtoons comme ça, je pense qu'il faut vraiment en lire pour comprendre. Mais l'idée finalement, c'est que la méchante en fait, elle a un passé, elle a un background, elle a une story. Voilà et voilà, c'est ce qui fait qu'elle est méchante et il faudrait peut-être remédier à ça pour qu'elle devienne gentille. Donc il y a tout ça aussi dans le personnage, dans les différentes figures, de femmes dans le webtoon romance.
La gentille, elle a manipulé tout le monde. C'est ça, exactement. Et elle est blonde en général. Désolée, je sais pas pourquoi, mais elle est blonde. Elle est blonde et elle a l'air toute gentille. Elle dit oui, oui à tout. Et puis finalement, il y a du poison dans sa boîte à bijoux. On voit très bien de qui on parle, oui. Victime des rumeurs, en fait. Exactement, c'est souvent ça en fait. On en lit beaucoup hein, pour savoir tout ça. Hein. Donc maintenant, je vais parler adaptation. Donc le webtoon donne lieu à pas mal d'adaptations. Donc il y a deux types de manières de faire du webtoon. La première, c'est d'avoir une idée originale, de créer votre webtoon. Voilà, c'est fait. Et d'après, potentiellement de l'adapter, soit en série, donc on appelle ça les K-dramas, soit en webtoon papier, donc ça j'y reviendrai après, soit en animé. Les animés, j'en parlerai pas aujourd'hui parce qu'il y en a très très peu. Mais l'idée, en fait, c'est que les K-dramas sont quand même un gros pan majeur des adaptations finalement. Donc il y a deux adaptations dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, et je pense que vous les avez peut-être vues dans la. Peut-être oui. Oui. Vous les avez vus ou pas? Oui, quand même? OK. Donc l'idée, en fait, c'est que le webtoon peut être adapté. Donc l'idée, c'est d'avoir une histoire qui a déjà marché ou pas. Donc c'est d'avoir une histoire, en fait, qui a déjà trouvé un public, un fandom, donc des gens qui ont lu, et de se dire: «Ah bah, ça a tellement bien marché qu'on devrait en faire une série parce qu'on l'a déjà testé et que ça fonctionne finalement». Donc dans ces adaptations-là, il y a beaucoup de romances, en fait, et il y a, 2 titres dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Le premier c'est Marry My Husband et le deuxième c'est Business Proposal. Donc, je ne sais pas si vous les avez vus chacun. Moi, je sais que Marry My Husband, j'ai moins aimé finalement la partie K-drama, mais finalement, dans toute adaptation, a son lot de déceptions et de choses plus positives aussi. Donc l'idée, en fait, c'est de reprendre le webtoon et parfois d'ajouter aussi d'autres histoires à l'intérieur qui sont pas forcément dans le webtoon. Donc par moment, vous allez regarder le K-drama et vous allez vous dire: «Mais ils n'existaient pas eux, en fait, à la base». Bah, l'idée, en fait, c'est de prolonger l'histoire parce qu'il faut quand même remplir 16 épisodes de 1 heure ou 8 maintenant grâce à Netflix. Mais l'idée, voilà, c'est de pouvoir proposer ces histoires-là au format, K-drama. Et surtout, en général, dans ces K-dramas-là, vous allez avoir des acteurs qui sont ou des actrices qui sont très, très connus. Pour le coup, c'est le cas de Marry My Husband. Il y a 2 versions à l'heure actuelle. Il y a une version coréenne et une version japonaise qui vient de sortir sur, il y a quelques semaines déjà, c'est sorti sur Prime Video. Donc l'idée, c'est que c'était tellement populaire finalement que c'est sorti maintenant, pour 2 pays. Et l'idée, en fait, c'est de continuer à avoir une extension de ce qu'on appelle l'expérience fan. Donc l'idée, c'est que vous ayez tellement aimé le webtoon que vous ayez envie de lire le K-drama ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui aiment pas forcément, les versions. Tout comme il y a des gens qui aiment lire un livre, ils aiment pas forcément le film, hein. Donc ça va de pair, bien sûr. Et l'idée, en fait, c'est d'avoir des stars très, très connues qui vont venir incarner, en fait, ces personnages-là. Et bien sûr, il y a aussi True Beauty parce que je l'ai un peu mis tout là-bas, mais je pense qu'on en parle tellement déjà. Donc l'idée finalement de ces trois webtoons-là que je trouve hyper intéressants, finalement, c'est que, il y a des personnes qui lisent pas le webtoon et qui découvrent le K-drama et qui vont lire le K-drama et ils vont se rendre compte, en fait, c'était un webtoon. C'est un peu comme les gens qui disent: «Ah mais c'est un film, en fait, il y avait un livre, j'ai envie de savoir la suite, je veux pas attendre la saison 2, la saison 3, la saison X saison. Je veux tout de suite, je veux lire tout de suite, tout de suite». Et donc je trouve ça hyper intéressant parce que moi, Business Proposal, j'ai d'abord découvert le K-drama, et ensuite, le webtoon d'ailleurs, qui sont tous les 2 disponibles en version papier si vous voulez aussi les lire en version papier. Mais je trouve ça hyper intéressant parce que ça permet finalement d'avoir, des publics qui viennent d'horizons divers et variés, qui ont pas forcément envie de regarder, 16 heures de K-drama ou qui inversement n'ont pas envie de lire en fait, tout simplement. Donc souvent, je pense que la version, K-drama est un peu plus rapide, que la version webtoon. Pour le coup, j'aurais pas cru dire ça, mais si. Le choix est très, très long, il y a beaucoup d'allers-retours dans le webtoon, ça pèse en longueur, surtout que moi j'aimais beaucoup en fait à la base, le côté artistique, la patte artistique de l'autrice qui était hyper intéressante. Je trouve que ça retranscrivait bien, les tenues et la mode en Corée du Sud pour les jeunes. Mais c'est vrai que j'ai pas encore regardé le K-drama parce que j'ai pas fini le webtoon en fait. Maintenant pour parler version papier, il y a un truc qui est très paradoxal, en France, pour la version papier, c'est qu'en fait, le webtoon à la base est un format, donc il est créé pour un smartphone. C'est complètement du digital native, donc c'est vraiment fait pour votre smartphone. Et en France, on est très, très attaché aux versions papier. Donc il y a pas mal de maisons d'édition qui se sont mises finalement à sortir des versions papier. Je dis pas que c'est mal ou pas, je dis juste que c'est hyper intéressant finalement d'être un peu inondé finalement de webtoon papier, ce que moi j'appelle le webtoon papier. Donc le webtoon papier, c'est quoi? C'est une réadaptation graphique, d'un univers qui existe déjà au format digital. Donc l'idée finalement, c'est d'avoir le webtoon et de pouvoir l'avoir en papier, mais il y a souvent des modifications qui sont faites pour que la lecture soit plus simple aussi sur le côté papier. On aime ou on n'aime pas d'ailleurs. Moi, je suis pas très fan personnellement, des versions papier, mais je trouve ça hyper intéressant parce qu'il y a ce côté collector. Il y a plein de gens qui veulent avoir notamment, des versions collector, qui veulent pouvoir les avoir chez soi, et je pense qu'on revient beaucoup à une époque, aux médias physiques, donc ce qu'on appelle aujourd'hui les médias physiques. Il y a beaucoup de gens maintenant qui achètent du DVD, de plus en plus des jeunes qui se remettent à acheter des DVD parce qu'on se fait un peu arnaquer par moments sur les plateformes où le titre que vous vouliez voir n'est plus disponible nulle part. Vous dites: «OK, bon, bah, mince, en fait». Ça m'est arrivé récemment avec Le Seigneur des Anneaux, la version longue. Moi, je voulais les voir quelque part, il y avait nulle part. J'ai dû acheter les DVD. Je me suis dit: «Bon, bah, on rachète un lecteur finalement».
Et la version papier, je trouve ça intéressant parce qu'il y a pas mal de gens qui veulent collectionner, en fait, tout simplement, donc laissons-les collectionner, voilà, vraiment. Et il y a des gens qui découvrent, en fait, finalement, un webtoon par le biais papier. Donc ça j'ai déjà eu des amis ou des gens qui m'ont dit: «Voilà, moi j'ai jamais lu, le côté digital, ça me plaît pas du tout. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, il y a une version papier». Je suis allée à la Fnac ou dans ma librairie indépendante et je suis tombée dessus et j'ai trouvé la couverture hyper intéressante et j'ai décidé que j'allais lire. Donc j'ai trouvé ça intéressant parce que je pensais pas du tout qu'il y avait des gens qui avaient ce cheminement-là. Je pensais que c'était vraiment plus l'inverse, des gens qui avaient d'abord lu le webtoon digital et qui s'étaient retrouvés à acheter le papier parce qu'ils voulaient collectionner typiquement, mais pas du tout. Il y a bien des gens qui viennent, du papier et qui sont très, très attachés au papier et je trouve que c'est bien de pas les perdre parce qu'on a tendance à ranger le webtoon dans la bande dessinée en général, à côté du manga. Donc si vous allez à la Fnac ou dans une librairie indépendante, vous allez sûrement retrouver le webtoon juste à côté du manga. Et il y a pas mal de gens qui ont commencé comme ça en disant: «Ah tiens, c'est intéressant, je feuillette, j'achète le premier tome, et je le lis». Par contre, ce qui peut être une barrière à l'entrée pour le webtoon papier, c'est le prix. Vous avez souvent des titres qui sont plutôt à 15 €, donc alors que le manga est plutôt autour de 8 € finalement. Après, c'est des bouquins qui sont un peu plus épais, que les mangas concrètement. Il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de travail sur, la couleur, beaucoup de travail sur la couleur, pardon, et la remise en forme, donc je pense que c'est ça aussi qui justifie parfois le prix. Et donc ces titres-là qui sont beaucoup, publiés en France, donc notamment pour le webtoon romance, c'est des titres qui marchent très bien en général sur les plateformes. Donc c'est des titres que vous avez pu lire, sur Webtoon, sur Ono, sur Tapas, sur plein d'autres plateformes et donc que vous pouvez retrouver finalement en librairie papier. Et je le rappelle, la librairie Phoenix est juste derrière, donc si vous voulez soutenir, vous pouvez y aller. Voilà. Et ensuite, il y a une autre format un autre format papier qui est beaucoup poussé maintenant ces derniers temps, qu'on a beaucoup vu, c'est le retour web novel. Donc je ne sais pas si vous voyez ce que c'est le web novel? Donc à la base, le webtoon est soit une création originale, soit il vient d'un web novel. Donc un web novel, c'est quoi? C'est une romance, pardon, une romance, un roman en ligne, donc un roman qui a été écrit en ligne. Donc peut-être que vous êtes familier des chroniques Wattpad ou ce genre de choses, vous en avez peut-être écrit vous-même, j'en sais rien. Mais l'idée en fait, c'est que, à la base d'un webtoon, parfois arrive, sûrement, un roman, digital, donc un roman en ligne qui existait déjà et qui s'appuie en fait sur cette histoire pour créer le webtoon, plutôt, imagé, si je peux dire ça comme ça. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de maisons d'édition qui maintenant lancent la version, web novel. Donc vous avez une maison d'édition qui s'appelle OML, donc qui appartient à Média Participation, qui est la maison d'édition qui appartient à Ono, la plateforme. Et l'idée en fait pour eux, c'est de pouvoir proposer les histoires originales. Donc Marry My Husband, on en a beaucoup parlé en version drama, en version webtoon, mais il y a la version web novel. Et il y a pas mal de gens finalement qui veulent, se retrouver à lire l'œuvre originale en disant: «Voilà, moi je veux avoir la vraie œuvre originale». Un peu comme, vous avez lu Harry Potter parce que vous vous êtes pas, vous êtes dit: «Bon les films c'était pas ça, il y a des personnages qui manquent» et cetera. Et donc l'idée en fait finalement c'est d'avoir un espèce de retour aux sources et de pouvoir finalement aussi découvrir des histoires. Donc je pense qu'il y aura pas mal de gens qui vont peut-être tomber au rayon romance, à la Fnac ou en librairie indépendante et qui vont se retrouver finalement à lire ces romances-là sans savoir même que c'était du webtoon et qui vont peut-être tomber dans le webtoon ou qui vont peut-être regarder le drama, derrière. Pour parler webtoon papier, c'est vrai que moi je me suis pas forcément retrouvée, j'ai pas continué à en acheter. J'ai plus privilégié les versions françaises, donc ça on en parlera juste un petit peu juste après. Où moi j'ai acheté Colossal par exemple, parce que je voulais soutenir les autrices et que je les avais rencontrées et que j'avais envie qu'elles soient dédicacées. Donc j'en ai pas parlé non plus, mais le fait d'avoir un bouquin physique, ça vous permet de le prêter, ça vous permet que ça soit dédicacé, ça vous permet de rencontrer l'auteur quand c'est des auteurs ou des autrices françaises. Donc ça vous permet en fait finalement d'avoir du lien avec les autres. Un webtoon digital, vous pouvez pas le partager. Il y a quelques années, il y avait une plateforme qui s'appelait Verytoon, je ne sais pas si vous l'avez vue et ça s'ouvre beaucoup donc donc voilà, je pense qu'on s'est comprises. C'est une plateforme qui appartenait pardon, au groupe Delcourt et qui, a tenu seulement 2 ans. Et le problème, c'est que du jour au lendemain, ils ont fermé et que toutes les personnes qui avaient dépensé de l'argent, dans les épisodes de Webtoon, finalement, se sont retrouvées à ne plus rien avoir. Donc, il y a une vraie question aujourd'hui, un vrai questionnement qui revient autour des médias physiques, où les personnes ont vraiment envie finalement d'avoir le média physique et de pouvoir continuer à l'avoir, de pouvoir le prêter en fait, même de pouvoir échanger. Alors qu'un Webtoon, on peut dire: «Voilà, je t'envoie tel lien» et cetera. C'est chouette aussi, mais c'est pas tout à fait la même chose. Donc pour parler brièvement du webtoon français, donc je voulais quand même, parler un peu de webtoon français. On a beaucoup parlé webtoon coréen aujourd'hui, webtoon romance coréen, pour bien préciser. Alors pour revenir un petit peu, au webtoon français, le webtoon français, il y en a depuis quelques années maintenant. Donc il y en a sur Webtoon, donc la plateforme. Si vous n'êtes pas familier de la plateforme, quand vous arrivez sur Webtoon, il y a 2 parties. Il y a les originals, donc les webtoons qui sont en contrat avec, les auteurs et les autrices qui sont en contrat direct avec la plateforme et vous avez ce qu'on appelle les canvas. Donc vous pouvez être n'importe qui, tout le monde peut publier un webtoon. Je pense qu'il doit y avoir des règles et des modérations bien sûr, attention, mais tout le monde peut publier un webtoon. Moi typiquement, j'en ai publié un alors que je dessine pas du tout, mais j'ai quand même réussi à en fabriquer un entre guillemets et l'idée en fait, c'est que tout le monde puisse publier du webtoon et donc sur cette plateforme-là, donc il y a pas mal d'auteurs et d'autrices Canva, donc des autrices, qui parlent, finalement,
des autrices ou des auteurs qui veulent proposer une histoire et qui veulent la tester, notamment. Et vous avez les webtoon originals. Donc il y a quelques webtoons, français qui sont, webtoon originals maintenant et depuis quelques années, ouais, il y a quand même une volonté finalement de l'entreprise Webtoon d'aller chercher des auteurs français, donc d'avoir du contenu local sur la plateforme et pas que du contenu coréen. Donc j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais ça serait intéressant de les avoir. Mais lorsque vous êtes sur la plateforme Webtoon, il doit y avoir au moins 80 du catalogue qui doit être coréen, vraiment, voire peut-être plus. Mais il y a aussi pas mal de catalogues, qui viennent des États-Unis avec des titres comme, Lore Olympus, je sais plus si elle est américaine, exactement, mais il y a des titres comme ça en fait qui sont assez importants aussi. Mais il y a aussi du webtoon français et il y a la plateforme aussi Ono qui propose, du webtoon, français, donc qui édite du webtoon français également. Et pour parler un petit peu rapidement de ces titres-là, donc c'est de la romance bien sûr, hein, on reste sur la romance aujourd'hui. Et l'idée en fait, c'est que ces webtoons-là sont publiés en version aussi papier. Donc ce qui est assez intéressant, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a aussi l'exception française, on aime aussi avoir du papier. Donc ces webtoons-là sont disponibles, en version papier, mais sont aussi disponibles en version digitale et ça permet en fait aussi de rémunérer les auteurs parce que la version digitale par moment ça vous rapporte pas tellement. Donc l'idée en fait, c'est aussi de pouvoir soutenir ces auteurs et ces autrices, de les rencontrer parce que c'est des Français ou des Françaises, donc vous pouvez les rencontrer, ils sont parfois présents en dédicace, à la Japan Expo, à ce genre d'endroit. Il me semble que, au pop-up juste en haut, vous avez le Webtoon Café, donc qui est un rassemblement, d'auteurs et d'autrices françaises, donc si vous voulez aller les voir, discuter avec elles ou avec eux pour mieux connaître leur métier, pour les soutenir financièrement, pour, juste, même leur parler, je pense qu'ils seront très, très contents finalement. Donc ces webtoons-là sont hyper intéressants. Je les ai pas tous lus pour vous dire la vérité parce que ma liste est très longue, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais un webtoon que j'ai beaucoup aimé moi, c'est Colossal. Colossal, c'est un webtoon de romance qui est très, très destructif. Donc ça parle, d'une jeune fille qui est issue, de l'aristocratie ou la noblesse ou la bourgeoisie, j'arrive jamais à savoir. Je crois que c'est aristocratie puisqu'elle a un titre, il me semble. Et l'idée en fait, c'est qu'elle s'intéresse au bodybuilding. Je crois que c'est bodybuilding, ouais, c'est ça. Et finalement, pour quelqu'un de son rang, c'est complètement, pas normal finalement. C'est pas ce vers quoi on tendrait à aller et l'idée, c'est qu'elle se retrouve à se rebeller, vis-à-vis de ses parents, de la société, de plein de choses avec, à travers en fait son corps et le fait qu'elle choisisse finalement de pratiquer ce sport qui n'est pas un sport, de jeune fille, respectable, si on peut dire ça comme ça. Donc moi j'ai trouvé ça hyper intéressant. Il y a une diversité très, très présente dans l'œuvre, aussi bien ethnique, aussi bien, sexuelles et cetera. Donc il y a beaucoup de choses qui sont présentes, qui sont très, très bien amenées par, les 2 autrices. Donc je vous le conseille vraiment, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et souvent, en fait, elles sont aussi là aussi pour en dédicace, donc il faut aussi les rencontrer et c'est ça qui est chouette, vous pouvez les échanger. D'ailleurs, j'en profite pour dire que le webtoon va sortir en version animée. Je crois que c'est chez France Télévisions, si je dis pas de bêtises, durant les prochaines années, donc il va y avoir une série d'animation. Donc comme je vous le disais, c'est un cercle très vertueux. Par moment, on commence avec une web novel ou un webtoon. Ça peut, finalement être une version papier. Après, ça peut être une série d'animation. Sachant que, il me semble que les 2 autrices viennent, historiquement du milieu de l'animation. Donc c'était une volonté de leur part aussi de pouvoir proposer cette histoire en version animée et voilà. Donc je vais la regarder, ça c'est sûr. Et donc je vous invite à aller voir, les autres webtoons qui sont hyper intéressants. Il me semble que My Lovely Bodyguard, c'est un peu un webtoon qui parle aussi de Corée du Sud. Il me semble que la personnage principale est métisse, elle est coréenne et française. Hem et mon vœu le plus sincère, je trouve ça hyper intéressant aussi et ce que je trouve bien, en fait, dans la création française, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a de la diversité, que ce soit ethnique, que ce soit sexuel, que ce soit tout type de diversité, il y en a et c'est très, très agréable à voir et ça change, en fait, des romances, coréennes et autre chose que j'ai pas dite, c'est le style graphique, qui peut changer notamment. Si vous avez lu Lore Olympus ou ça vous dit quelque chose, c'est à l'opposé de tout ce que du webtoon classique. Vraiment pas du tout, c'est pas le cas de collège, c'est pas ce que je présenterais en tout cas comme étant l'exemple même du webtoon, romance coréen. Enfin, pour le coup, c'est pas coréen en plus. Mais si vous remarquez bien, les couvertures, il y a quand même un style qui est quand même, pas tellement différent, mais qui se rapproche un peu du manga par moment. Donc il y a une volonté aussi de pas perdre les lecteurs et les lectrices et de leur proposer quelque chose qui ressemble à ce qu'ils lisent déjà de base. Voilà. Donc pour conclure, cette conférence, donc l'idée du webtoon romance, c'est que c'est quand même beaucoup un public féminin. Donc malheureusement en France, on n'a pas de chiffres, très, très peu de chiffres officiels, gratuits, j'entends bien sûr, sur, le webtoon romance, ou le webtoon tout court d'ailleurs. On sait juste que c'est des lecteurs qui ont en général, on dit qu'ils ont entre 15-25 ans, 15-30 ans, on dit que c'est la Gen Z, voilà. Donc le webtoon romance, c'est un espace de fantasme, mais je pense que c'est le cas aussi pour toutes les romances en général. Vous avez des attentes, vous avez un contrat de lecture qui est fait avec l'auteur ou l'autrice, vous vous attendez à quelque chose et vous lisez pas juste pour lire. En général, vous vous attendez à quelque chose, vous attendez à des points clés, vous vous attendez à ce que le personnage vous parle, vous attendez à vous reconnaître quelque part dans le discours ou dans les dialogues, et finalement à pas vous ennuyer aussi et à fantasmer sur soit parce que le personnage masculin est très, très beau,
soit parce que, j'en sais rien, la personnage principale finalement va mettre un coup de pied dans la fourmilière et va dire: «Beh, moi aussi je peux avoir une épée en fait, pourquoi j'en aurais pas une en fait?» Donc moi je parle beaucoup d'Ombre et Lumière pour le coup parce que je vous le conseille vraiment. C'était un des premiers webtoons qui était publié à l'époque sur la plateforme Dailytoon, qui maintenant, s'appelle Lezine, qui a été racheté. Et je trouve ça hyper intéressant parce que, dans le webtoon, il y a pas mal de figures comme ça, heu, dites féminines, qui, paraissent au départ, on avait des personnages au début qui étaient pas forcément forts, d'apparence en tout cas, qui se révèlent être, complètement l'opposé de ce qu'on pensait et je trouve ça hyper intéressant. Donc le webtoon, c'est aussi un produit industriel répétitif, hein, on va pas se mentir, il y a beaucoup de webtoons qui se ressemblent. On en a beaucoup parlé au travers de la transmigration, de la romance et cetera. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, mais finalement, est-ce qu'on n'a pas envie que ça se ressemble aussi? Quand vous regardez, les Bridgerton à chaque saison, vous attendez à ce que, il y ait un mariage à chaque fin de saison, en fait. Donc voilà, c'est pareil. Quand vous lisez un webtoon romance, vous vous attendez à un couple, qu'il soit hétéro ou pas, qu'il ce soit 2 personnes ou pas d'ailleurs, vous vous attendez à ce qu'il se passe quelque chose. Mais finalement, les webtoons se ressemblent beaucoup, que ce soit l'aspect graphique dont j'ai parlé tout à l'heure, ou que ce soit les tropes finalement qui viennent, vraiment marquer ces schémas narratifs qui viennent marquer ces webtoons. Donc quand vous lisez, un office romance, ça se passe pas à la plage, quoi. Donc l'idée, c'est que ça reste, très, très office romance. Le webtoon aussi, c'est un laboratoire narratif, mais l'idée, en fait, c'est finalement des fois de tester une histoire. Des fois, vous avez une idée en tête. À l'époque, c'était les chroniques Wattpad. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont parfois étudiants, en animation, en dessin et cetera et qui veulent tester une histoire, en fait et qui se disent: «Voilà, j'aimerais tester, j'ai pas la maturité encore pour avoir un contrat avec une maison d'édition» ou «J'ai pas la maturité encore, je pense que mon histoire, il faut que je la teste et il faut que j'ai un retour du public». Chose que j'ai pas précisé, c'est que sur ces plateformes de webtoon-là, vous avez des espaces commentaires, vous avez des espaces likes, vous avez un feedback, vous avez un retour des lecteurs et des lectrices qui vous diront si votre histoire elle plaît pas, s'ils trouvent ça confus, par moments ça peut être confus, ou si le style, finalement leur plaît. Donc l'idée, pour le coup, c'est aussi des fois de tester des histoires, comme sur Webtoon Canva, où la partie où vous pouvez totalement publier de manière libre, votre webtoon, mais aussi ça peut être, de belles rencontres. Il y a des gens qui se rencontrent, il y a des auteurs et des scénaristes qui se rencontrent comme ça, en disant: «Voilà, j'ai un projet de webtoon, est-ce que quelqu'un veut se lancer avec moi?» Et cetera. Donc ça arrive beaucoup, mais je pense que ça, pour le coup, au stand, là-haut, je pense qu'ils pourront vous en parler autour de ça, parce que c'est des autrices et des auteurs. Et enfin, c'est un phénomène culturel mondial. Le webtoon, je pense que ça devient mainstream. Je ne sais pas si c'est encore mainstream, si on peut dire que c'est mainstream aujourd'hui, comme le manga, à titre, de comparaison, bien sûr. Le manga est devenu mainstream. Moi, quand j'ai commencé, j'ai pas précisé, mais j'ai 26 ans. J'ai commencé à lire du webtoon quand j'avais, 13 ans, le manga aussi. Le manga est très vite devenu mainstream depuis quelques années. C'est grâce au covid, grâce au fait que ça soit de plus en plus disponible sur les plateformes de streaming, notamment pour les animés et il y a eu un gros, gros boom. Le webtoon, je suis pas encore sûre qu'on ait ce gros, gros boom. Quand on parle webtoon, quand on juste dit le mot webtoon, ça parle pas forcément à des gens. On va dire manhwa, ça parlera plus par moment. Donc juste pour préciser un peu la différence, le webtoon, en gros, concrètement, c'est le format qui existe. Le manhwa, c'est de la BD, coréenne, mais le manhwa est aussi du webtoon parce que le webtoon est coréen. Je sais pas si vous me suivez, voilà. Après, vous avez le manhwa qui est la BD chinoise, mais qui peut être aussi du webtoon parce qu'il y a des Chinois qui font du webtoon, typiquement. Donc on s'y retrouve pas toujours. Donc l'idée du phénomène culturel mondial, c'est que le webtoon fait bien partie de la Hallyu aujourd'hui. Donc il y a de plus en plus de choses qui se font autour du webtoon, il y a de plus en plus d'entreprises qui se lancent dedans, qui ont, des idées plus ou moins différentes, de ce que peut être ou ce que pourra être le webtoon. Mais l'idée, c'est que ça fait bien partie de la Hallyu et que, vous allez sûrement en entendre beaucoup, beaucoup parler encore, dans les années qui arrivent. Voilà. Merci. Merci.